c'est la première étude qu'on a menée. Là, ce sont les retours bretons et nous avons donc en tout 8 régions qui ont mené cette étude-là. Le but du jeu, c'était d'identifier les besoins en compétences à moyen terme et puis évidemment d'adapter les offres de formation. Et vraiment, c'était de mener ça au niveau quantitatif. Donc vous le voyez, hein, les objectifs, c'était d'établir les besoins en compétences, de parler des passerelles métiers, c'est-à-dire des compétences transférables et pouvoir parler de passerelles de métiers, de cartographier l'offre de formation. Et alors évidemment, avec l'appui des organismes de formation, universités, rectorats, acteurs de l'emploi, pour favoriser vraiment ce qu'on a appelé l'employabilité durable, c'est-à-dire de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en avant comme compétences, identifier les compétences, transférabilité de compétences d'une entreprise à une autre et d'un métier à un autre. Donc vraiment un schéma qu'on a voulu quantitatif, d'identifier aussi les évolutions nécessaires sur l'offre de services. On voit aujourd'hui, on le verra sur les chiffres, on n'est pas la meilleure région en formation des employés des IA, je crois qu'on peut se le dire. Et ça veut dire qu'il y a des choses, ça veut dire qu'il y a des freins, ça veut dire qu'il y a des problématiques et ça veut dire qu'il faut qu'on évolue sur cette offre de services et on verra sur la table ronde qu'il y a déjà des idées et des propositions. Un levier de coordination des différents acteurs de la filière. L'idée aussi, c'est de pouvoir mettre autour de la table à la fois les entreprises, à la fois les organismes de formation, à la fois les prescripteurs de l'emploi, de façon à pouvoir travailler au global sur la formation, mais aussi sur l'attractivité de la filière. Et enfin, parler de compétences pures et dures, identification des compétences. Alors, on n'a pas de boule de cristal. 3 ans, on va dire que c'est moyen terme, voire court terme. Et je pense qu'en entreprise, on partage ça aussi. Donc, pas de boule de cristal, mais des tendances qui vont venir en fait inscrire les compétences dans le futur. Parfois, on n'a même pas de nom d'intitulé de poste. On est à la recherche d'intitulé de poste parce qu'on redécouvre tout ça. On suit les besoins de l'entreprise et puis après, en RH, on adapte et puis on va aller chercher à former et à trouver des nouvelles compétences. Sur juste la répartition des effectifs, parce que sachant que c'est une étude qui a été menée sur plusieurs régions, on vous a remis la carte de France. On voit qu'en Bretagne, alors ça vous étonnera pas, mais juste le poids que l'on a, on a un peu plus de 18% des effectifs en agro, de l'agroalimentaire national. Donc ça veut dire qu'on est petite région, on est région poids lourd sur la partie agroalimentaire. Ça veut dire aussi derrière qu'on a une responsabilité sur la formation de nos salariés. On verra qu'il y a plein de challenges à mener. Sur la pyramide des âges, et ça c'est au global France, voilà la répartition par tranche d'âge de nos salariés. Pas trop de... Alors 26-45 c'est un peu large. Moi j'aime bien cette case-là parce que ça commence à 26 ans, ça j'aime beaucoup. En revanche, on voit que la moitié de nos effectifs sont sur le 26-45, mais quand on regarde le 46 jusqu'à 56, on voit aussi le renouvellement. Les départs à la retraite et tout ce que ça va engager dans la continuité en fait des offres de services de nos entreprises et donc des compétences derrière. Et puis s'il y avait autre chose à dire aussi, c'est la part qui n'est pas énorme des 18-25. Et là, clairement, c'est notre talon d'Achille aussi. Et on viendra parler un peu de cette nouvelle génération, notamment avec des jeunes et puis avec l'IFRIA qui va nous parler de ça. C'est moi qui continue, François? Ou c'est au moment où je t'introduis, c'est ça? Oui, d'accord. Oui, parce qu'autrement, je vais dérouler toute la... je vais laisser François, donc François Leroy. Tu es consultant senior pour iSmart. C'est toi qui as mené l'étude pour la Bretagne, mais pas que, pour les 8 régions en tout, françaises. Et puis, je te laisse poursuivre cette restitution d'études et puis à ta disposition pour compléter. Merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Dictia, diagnostic, compétences agroalimentaires. Donc là, on va dans un premier temps avoir des stats qui sont nationales. Donc on a compilation des 8 régions françaises. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Et dans un deuxième temps, on ira faire un petit focus sur la Bretagne. Évidemment, cette étude est très riche. Donc on a voulu mettre des focus et on en discutera dans la table ronde qui suit. Derrière tout ça, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que l'ensemble des recruteurs nous indique qu'ils recrutent majoritairement sur les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences comportementales. Mais paradoxalement, à l'intérieur de ces recrutements, on attend du technique sur un certain nombre de postes. Donc il y a une volonté effectivement de former en interne, mais néanmoins, la barrière du recrutement fait qu'on a besoin des gens qui ont des compétences techniques.
L'offre de formation. Alors, ce qui est intéressant à regarder, vous allez voir, il y a 4 cartos. Le premier, c'est le nombre d'organismes de formation délivrant au minimum une formation agroalimentaire. Donc, on est ici, en Bretagne, 56 organismes de formation, et on se rend compte qu'on est la région où on a le plus de salariés de l'agroalimentaire. Donc, si vous regardez, par exemple, à la région Rhône-Alpes, on peut se dire qu'il y a 2 fois plus d'organismes de formation en Rhône-Alpes qu'en Bretagne. 2 fois plus. Plus de 2 fois plus. Dans un second temps, on allait regarder le nombre d'actions de formation différentes en agroalimentaire. Donc, c'est le nombre d'intitulés de formation qui sont délivrés par territoire. Ben, on a 88 sur la Bretagne et on se rend compte encore une fois que sur d'autres régions, en fait, on a une offre de formation qui est beaucoup plus large que celle qui est disponible en Bretagne. Nombre de sessions de formation agroalimentaire. Ben, clairement, là, on est sur le nombre de formations qui ont été délivrées. Alors, on est sur une période d'un an glissant. Pour info, on est sur novembre 2021, novembre 2022. Donc c'est des données qui nous ont été fournies par le CARIFOREF. Ben, on se rend compte encore une fois sur la Bretagne, malgré un effectif supérieur, en tout cas la répartition, la région où on a le plus d'effectifs de salariés en agroalimentaire, ben, on a assez peu de formations. Si je compare par exemple à la Nouvelle-Aquitaine, ben, on a un ratio quasiment de 1 à 2. Et pour terminer, et tout ça va se mettre en perspective, on est allé regarder le nombre de salariés et le nombre d'actions de formation. Donc on a fait un ratio, pour être très clair, entre le nombre de salariés et le nombre de formations qui ont été données, distribuées. Mais on se rend compte qu'en Bretagne, on a le ratio le plus faible de France. Pour être très clair, on peut légitimement se dire qu'en Bretagne, on forme moins les collaborateurs que sur d'autres régions. Alors la Bretagne a plein d'autres avantages, on va le voir après. Mais effectivement, sur cette logique formation, la Bretagne n'est pas le meilleur élève du territoire métropolitain. Formation toujours, donc ça c'est le top 5 des formations qui ont pu être délivrées. Donc, vous les voyez, CAP, pâtissier, boulangerie, boucher. Pour être très clair, quand on a demandé aux entreprises quels étaient leurs principaux besoins de formation, ben on est très clairement sur des postes d'opérateurs de production et de conducteurs de ligne. Donc ça veut dire que l'offre de formation, en réalité, en tout cas les formations qui sont distribuées ne sont pas vraiment en lien avec les besoins qui sont intrinsèques des entreprises sur des postes qui sont bien évidemment des postes d'entrée, principalement sur des postes de production. Alors, le Covid est passé par là. Les organismes de formation ont une forme de réactivité, sont adaptés, c'est-à-dire qu'on a moins de la moitié des formations qui sont 100% en présentiel. 33% des formations sont à distance, et puis évidemment, pour certaines, un mix pédagogique. Donc, on peut imaginer que c'est l'effet Covid, mais les formations en classe ou sur poste de travail sont plus la norme. Ce qui se passe aussi, c'est que de plus en plus, les organismes de formation se déplacent directement sur les sites des entreprises et forment les gens directement sur les moyens de production. On allait regarder également les formations qui étaient délivrées. Donc on est parti sur l'ensemble de ces métiers. En bleu, pardonnez-moi, foncé, les salariés formés et les non formés. Donc on se rend compte que, alors production, il n'y a pas de T, je prie m'excuser. On se rend compte que les gens, en tout cas les salariés en agroalimentaire, sont relativement bien formés. C'est-à-dire qu'on est sur des ratios de 90%. Plus on monte dans les niveaux hiérarchiques, plus on se rend compte que les ingénieurs et cadres, et principalement les directions régionales, sont les publics qui bénéficient le moins de formation en agroalimentaire, donc sur l'ensemble du territoire national. Bon, on allait regarder les publics, évidemment, derrière formation, on retrouve des scolaires, mais on trouve également des salariés, beaucoup de demandeurs d'emploi, et puis aussi des indépendants. Quels sont les freins à la formation ? Un des premiers freins, c'est un frein financier. La formation coûte cher. Alors on peut voir ça comme un investissement ou pas, mais effectivement, les structures n'ont pas nécessairement les besoins, en tout cas les budgets, pardonnez-moi, pour financer l'ensemble de leurs collaborateurs. Il y a des contraintes logistiques. Donc derrière tout ça, il y a la question de la mobilité. Oui, l'organisme de formation, il a 50 km, je n'ai pas forcément de voiture. Ça, c'est clairement un frein. Et c'est un frein qui est lié à l'implantation des organismes de formation par rapport au site de production. Et puis peut-être le plus inquiétant, c'est l'indisponibilité des collaborateurs. Vous le savez, je ne vous apprends rien, chaque femme et chaque homme en industrie agroalimentaire est indispensable sur son poste de travail. C'est-à-dire que les structures ont des difficultés à faire remplacer les salariés quand ils partent en formation ou ne les envoient pas, particulièrement peut-être les managers, parce qu'il faut produire et il faut tenir la ligne de production. Donc ça, c'est une tendance qui est de plus en plus avérée, qui est liée effectivement à une rareté des ressources, des publics, des profils sur le territoire. On va s'intéresser à la Bretagne, en particulier. Donc Marie vous disait en introduction, il est clair que notre volume de 18-25 ans va clairement pas pouvoir permettre le renouvellement des plus âgés, des 56 et plus, qui vont partir à la retraite. Donc oui, je reprends cette idée de talon d'Achille. Effectivement, il y a un vrai travail d'attractivité, particulièrement à destination de ces publics les plus jeunes, pour combler les départs qui vont arriver dans les années futures.
L'agroalimentaire est néanmoins un secteur d'activité pérenne où on a 80% des salariés qui sont en CDI. Alors, on est sur l'échantillon breton. Ça pourrait être contrasté si on avait l'ensemble des entreprises bretonnes, mais les entreprises qui nous ont répondu nous indiquent qu'elles sont majoritairement en CDI. Et puis, idem sur ces compétences attendues, on veut bien recruter sur des soft skills. De toute façon, les ressources ne sont pas forcément formées au métier de la production, mais néanmoins, on se rend compte, d'autres questions, enfin, en tout cas dans le questionnaire, que en recrutement, les DRH, ou les DRH et les responsables de production sont très attachés à des salariés qui ont déjà de l'expérience, on demande d'aller plus vite, qui ont déjà de l'expérience en agroalimentaire et qui ont ces formations techniques. Métiers à l'équilibre. Donc les métiers à l'équilibre, c'est les métiers qui ne risquent pas de bouger d'ici 3-5 ans. Donc, plutôt sur des fonctions, je dirais, support, direction générale, marketing. Effectivement, la fonction de marketing, les entreprises nous indiquent qu'elles n'ont pas de difficulté à recruter sur ces métiers-là. Idem pour commerce et qualité. Et à l'inverse, on a les métiers en tension. Les métiers en tension, c'est les métiers où il y a plus d'offres, en tout cas, il y a plus d'offres que de salariés disponibles sur le territoire. Alors, je ne vous apprends rien. D'ailleurs, si vous avez un technicien de maintenance, je pense que vous ferez des heureux ici, je m'adresse aux entreprises. Technicien de maintenance, 100% des entreprises ont déclaré avoir des difficultés de recrutement sur ces profils-là. Idem opérateur de production et idem pilote de ligne. Donc c'est vraiment ces trois métiers-là sur lesquels les entreprises ont le plus de mal à recruter. Alors évidemment, là on a une présentation relativement simple. On a des préconisations. Alors les préconisations, c'est pas moi, François Leroy, Randstad Reismart qui vous les donne, mais ça a été écrit, rédigé avec l'ensemble des partenaires, des entreprises, des OPCO, des pôles emploi, de l'APEC, la PCIT, à la CPERFP. Donc on a réfléchi collectivement, on a mobilisé à peu près 250 personnes sur ces préconisations. Donc elles ont trois temps. Je ne suis pas en retard. Repenser la formation en micro-modules flexibles. Donc on a évidemment, les entreprises ont des difficultés à envoyer leurs salariés en formation, particulièrement sur des formations longues. Donc on préconise évidemment des formations modulaires avec des durées courtes qui permettent à un grand nombre de salariés de se former et qui répondent évidemment aux contraintes de disponibilité. Une logique de reconnaissance de l'expérience. Vous verrez dans la table ronde, on illustrera ça via un dispositif qui s'appelle OTIA et qui permet en fait de reconnaître les compétences des collaborateurs directement sur leur poste de travail. C'est Madame Cupis qui vous présentera ce dispositif. Évidemment, intégrer le développement des soft skills et des compétences dites compétences comportementales, qui sont les compétences les plus attendues sur tous les métiers et qui sont les compétences qui sont les moins développées en parcours de formation. Et puis une grande idée autour de la mutualisation des formations et créer, mutualiser entre plusieurs métiers agroalimentaires pour créer des trajectoires agroalimentaires. Bah oui, il est clair que mon opérateur de production, il ne restera certainement pas opérateur de production toute sa vie. Donc l'idée, c'est aussi de permettre une mobilité à l'intérieur des entreprises. Favoriser la polyvalence et les passerelles métiers. Et puis des formations mutualisables sur un territoire ou sur un niveau national. Adapter l'offre de formation toujours, développer les formations en entreprise. Donc ça, on l'a vu, de plus en plus, les entreprises ont de l'appétence pour faire venir les centres de formation directement sur leur site de production. Évidemment, les moyens de production ne sont pas identiques dans toutes les structures et les ateliers pédagogiques ne répondent pas complètement aux besoins des entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment, et en tout cas, c'est une vraie demande des entreprises, de faire venir les formateurs directement sur les postes de travail. Idée aussi autour, alors il y a plein d'expériences très riches là-dessus, sur des universités internes. Alors on pourrait le marketer sur autrement, mais clairement, c'est aux entreprises de prendre la main sur leur formation et de former les salariés directement sur les sites de production. L'idée étant de les embaucher dans un deuxième temps. Et puis travailler sur la reconnaissance par des certifications en développant la validation des acquis. Donc toute formation, et c'est une volonté du législateur, c'est de reconnaître les compétences. Donc c'est-à-dire de ne pas faire de formation sur 2 jours, 3 jours, mais plutôt des formations longues qui permettent aux salariés d'avoir un bagage, un diplôme, quelque chose qui conservera et qui pourra utiliser tout au long de sa carrière professionnelle. Retravailler les diplômes et certifications proposés. Alors, certaines entreprises nous disent que les formations sont trop longues, il n'y a pas assez de temps en entreprise, il y a trop de connaissances théoriques. Donc nous, on privilégie, ou en tout cas, on appuie ce qu'on a appelé des CQPA. Donc ce sont des CQP qui sont agroalimentaires et qui permettent la reconnaissance de l'identité, des spécificités de la branche. La métallurgie l'a fait, l'agroalimentaire doit le faire également, permettant une flexibilité et d'adapter aux évolutions. Des certifications privées sans nécessairement de reconnaissance RNCP. Donc ça veut dire que c'est des formations qui ne conduiraient pas à un diplôme, mais qui ont l'avantage d'être beaucoup plus courtes et
beaucoup plus adapté aux problématiques intrinsèques des entreprises. Et puis une réflexion sur une VAE simplifiée qui permettrait... Alors la VAE, c'est un dispositif qui fonctionne bien, mais qui a quand même une partie, je dirais, administrative ou une partie dossier qui peut paraître importante, qui n'incite pas vraiment les candidats Alors la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience, c'est de reconnaître son expérience professionnelle via un diplôme. Alors il y a eu une réforme de la VAE qui a une volonté d'être simplifiée, ça arrivait en début d'année, je n'ai pas le recul pour vous dire si ça fonctionne ou pas, mais effectivement le législateur a eu conscience de ça et s'est dit qu'il fallait effectivement alléger la partie dossier de ce type de dispositif. Développer une marque employeur filière, alors ça ressort de toutes les entreprises, ce n'est pas une problématique bretonne, hein, c'est une problématique vraiment sur tout le territoire. Effectivement, il y a une connaissance du secteur qui est jugée discrète, hein, les entreprises agroalimentaires ne sont peut-être pas les plus visibles, hein. Peu de visibilité dans la presse, découverte des métiers existants dans les entreprises, partage d'une culture commune sur les opportunités de carrière et de formation. Donc il y a des belles initiatives individuelles. Là, ce qu'on préconise, c'est vraiment le secteur, hein, qui valoriserait chacune des entreprises, aussi bien en Bretagne qu'ailleurs. Et puis une communication très rapprochée, hein, ça on l'a fait, à destination des prescripteurs de l'emploi. Alors prescripteurs de l'emploi, c'est Pôle emploi, c'est les associations d'insertion, c'est les associations qui bossent sur la mobilité, c'est voilà, tous ces acteurs du territoire-là, et d'aller capter d'autres publics qui ne sont pas nécessairement les publics privilégiés par les entreprises, qui ne sont pas que des demandeurs d'emploi, mais qui sont des alternants, des collégiens, des lycéens, et des publics dits éloignés de l'emploi. Voilà. Il y a moins de candidats, donc il faut aller les chercher. Ça prend plus de temps, c'est plus compliqué, mais c'est vraiment ces publics-là qui sont disponibles qu'il faut aller chercher. Travailler sur des trajectoires agro pour les collaborateurs tout au long de leur carrière. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, on commence opérateur de production, mais l'idée, c'est d'offrir une vraie destinée, une vraie dynamique à l'intérieur des entreprises. Donc ça passe aussi par la découverte des autres métiers, hein, de l'agroalimentaire. Ça passe par le développement de l'expertise, hein, avec des montées en compétences. La promotion et la valorisation des expériences et des expertises, aussi bien sur des évolutions, je dirais, managériales, enfin hiérarchiques, horizontales, et ou verticale, et puis la polyvalence et les passerelles entre les métiers. Mieux accompagner les managers, il faut savoir particulièrement le secteur agroalimentaire et le secteur industriel, qui compte le taux d'encadrement le plus faible de l'ensemble de l'industrie et de beaucoup d'autres secteurs. Pour être très clair, si on fait un ratio entre le nombre de collaborateurs et le nombre de personnes en statut cadre, bah, l'agroalimentaire a un rapport de, je regarde Marie, de 3 à 4 pour être exact. Il y a 3 fois moins de managers dans l'agroalimentaire que dans d'autres secteurs d'activité. Donc pourquoi? Parce que c'est aussi statut cadre. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui font de l'encadrement dans l'agroalimentaire, mais qui n'ont pas le statut cadre. Hein, qui sont des experts métiers qui sont montés et qui n'ont pas nécessairement été formés au métier de l'encadrement. Le manager est de plus en plus charnière, hein, on en a besoin pour le recrutement, enfin les entreprises en ont besoin pour la production, pour le recrutement, pour l'inboarding, pour le onboarding. Donc le manager est vraiment à la croisée de beaucoup d'évolutions et ce métier est vraiment en évolution. Et encore une fois, les programmes de formation sont jugés pas toujours adaptés. Et il faut effectivement, dans un deuxième temps, valoriser les missions, hein, ce statut cadre, avec des différentiels de rémunération attractifs, avec des programmes de formation dédiés, et puis avec des parcours de développement des compétences. J'en ai terminé. Et Jean-Bernard, je suis fier de te dire que nous ne sommes pas en retard. Merci François. Alors, parce que c'est allé vite quand même, on est allé un petit peu au galop là, pour commencer. Sachez que l'étude sera disponible. On me dit qu'il faut que je me mette là. L'étude sera disponible voilà, entièrement avec l'ensemble des chiffres. Là, on vous a fait une synthèse des morceaux choisis, l'ensemble des chiffres et l'ensemble des préconisations. Donc on aurait ça donc à disposition à tête reposée. Pour illustrer cette première partie, c'est-à-dire les besoins en compétences, ce qui se passe au niveau de la cartographie des formations, on va accueillir la première table ronde. Donc merci de me rejoindre. Donc Marie-Hélène Kemener de l'IFRIA, Michel Lebot, Bastien Deleuze, Laura Cupif et Philippe Pauillac pour la première table ronde. On peut les applaudir. Alors, mettez-vous comme vous souhaitez, il n'y a pas de plan de table. Ça fait un peu de bruit. C'est bon, vous avez voilà, deux micros. Alors, on va avoir ensemble, nous avons ensemble 45 minutes de table ronde et après suivront 10 minutes d'échange, questions-réponses.
Donc n'hésitez pas à noter vos questions. On aura cet échange aussi avec vous, avec la salle, c'est important. Peut-être te faire rebondir, Marie-Hélène, sur la restitution de cette étude. Tu es directrice de l'IFRIA Ouest, donc avec multi-régions, hein, donc pas uniquement la Bretagne. Toi, tu vois à la fois les besoins des entreprises, tu dois faire le match avec des jeunes en apprentissage, trouver aussi, monter des formations qui répondent à des demandes et remplir ces formations-là. Et parfois, les planètes ne sont pas tout à fait alignées. Est-ce que tu peux nous donner un retour sur ce que tu pas retiens, mais ce que tu ressors de cette étude? Oui, ça fonctionne. Ok. Oui, donc c'est une étude très riche. Et puis en plus, comme moi j'ai lu l'intégralité, du coup, voilà. C'est important pour nous, organismes de formation, ce type d'études, d'abord parce que effectivement, nous on sent des choses, on est en contact direct avec d'un côté des jeunes et des entreprises. Mais on est aussi en droit de se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de structurel qui va demander à ce que nous, on s'adapte profondément à cette offre, ou est-ce que c'est quelque chose de très conjoncturel? De ce que je vois là, c'est structurel. Hein, voilà. Et du coup, moi, il y a 2 points sur lesquels je voulais rebondir. Parce qu'on fait de l'apprentissage et on fait de la formation continue. Et ça fait presque 20 ans qu'on le fait. Au début, en apprentissage, on avait, je dirais, toute la cartographie des formations, où on démarrait des formations destinées aux opérateurs jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et le temps passant, on a vu progressivement disparaître les formations destinées aux opérateurs, puis celles destinées aux conducteurs de ligne, et maintenant ce que je qualifierais de conducteurs de process, animateurs d'équipe. Pourquoi? Parce que les sessions ne se remplissent pas, parce qu'on n'arrive pas à trouver les candidats. Donc du coup, on fait aussi disparaître des compétences de formation, c'est-à-dire des organismes de formation qui finalement ne sont plus en capacité d'avoir les formateurs nécessaires. Et ce n'est pas un problème de demande d'entreprise. Ce n'est pas un problème de demande d'entreprise. Voilà, c'est vraiment un problème de nombre de candidats. Voilà. Et du coup, nous, en tant que CFA, on est devenu un CFA du supérieur. Voilà. Nos premiers recrutements démarrent sur le niveau BTS. Voilà. Là, on le voit. On le voit. Là, effectivement, on a 22 formations donc sur le Grand Ouest, mais le premier niveau sur lequel on va entrer, nous, ça va être un BTS maintenance d'un côté et BTS sciences et technologies qui forme justement au métier conducteur de process plus animateur d'équipe. Et cette année, sur ce diplôme-là, j'en ai 3 en formation. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Voilà. Mais du coup, ça fait un moment qu'on le constate. Et du coup, nous, on a développé d'autres systèmes. C'est-à-dire, on est sorti de l'apprentissage, qui était quand même notre mission première, qui faisait partie de nos statuts. On est sorti de l'apprentissage pour partir sur la formation continue. Avec cette idée en tête, effectivement, il faut former en interne. Il faut former au sein de l'entreprise et il faut aujourd'hui partir essentiellement sur les soft skills, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui ont envie de venir rentrer dans l'entreprise. Et presque à l'époque, quand on a démarré, la formation était un alibi. L'idée n'était pas tellement de former, elle était de venir, d'intégrer des personnes et que derrière l'entreprise poursuive la formation. Voilà. Et donc c'est comme ça que petit à petit on a construit nos parcours et qu'on a ressenti par contre assez rapidement le besoin d'avoir une certification au bout. Voilà. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un moment où il faut reconnaître les compétences et puis permettre que ça soit un premier cap et un tremplin vers autre chose, notamment les CQP ou d'autres parcours. Voilà. Je dirais que ce qui peut aussi aider sur ce schéma-là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est le découpage des certifications existantes en blocs. Parce que j'entends aussi d'un autre côté, les formations sont trop longues, c'est difficile de libérer les gens, mais je pense qu'il faut qu'on continue de donner de la visibilité. Et cette visibilité, on la donnera que si au bout, il y a un minimum de compétences certifiées, mais la certification, aujourd'hui, on peut la diviser en blocs, et ce qui fait de permettre un salarié, il n'est pas toute sa vie professionnelle, il n'a pas forcément une appétence continue. Il peut avoir à un moment donné des moments qui sont plus compliqués pour lui de se libérer, ne serait-ce qu'une femme qui va avoir des enfants ou on est en train de construire une maison et à ce moment-là, on n'est pas disponible pour faire de la formation. Mais avoir un bloc, on le conserve.
Passer cette étape, 5 ans plus tard, on peut y revenir. Et on peut compléter sa formation, mais on n'a pas perdu au bout du compte. Et je pense qu'il faut qu'on traite la formation maintenant peut-être à un niveau plus individuel que collectif. Moi, je le sens, et ça, je pense que Marlène, que je vois dans la salle, elle nous expliquera aussi ce besoin d'individualité fort sur les nouvelles générations. Mais la formation, il faut aussi qu'on y arrive. Et je dois dire que c'est faisable avec les réformes, mais c'est aussi faisable avec les différents outils qui apparaissent d'intelligence artificielle, où on va pouvoir cibler des choses aussi beaucoup plus fines. Donc, et nous, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler au sein de l'IFRIA, et je pense que voilà, on va arriver à des choses. Donc, je dirais certifier, mais aussi donner de la visibilité. Des trajectoires. Des trajectoires, de la GEPP, parcours professionnel, tout simplement. Voilà. Ça nécessite aussi en entreprise, quand on monte son plan de formation, de le voir aussi différemment. Enfin, on avait l'habitude voilà, de le gérer alors avec du réglementaire, et puis après, clairement, s'il nous reste du budget, on va aller regarder l'extra. Ouais. Il y a une notion de budget aussi. Ouais. Là, ce que tu nous dis, c'est non seulement il y a du budget, mais aussi beaucoup plus d'actions chirurgicales voilà, tout à fait. À mettre en place. Voilà. Et c'est aussi facilité par le fait qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle la FEST. Je ne vais pas vous détailler sur quoi ça consiste. Avec Monsieur Poyet. Mais on est là, et l'entreprise est de plus en plus en train de s'approprier l'action de formation. D'abord parce qu'effectivement, des compétences ont disparu dans les organismes, certes, mais aussi parce que finalement, les outils deviennent de plus en plus pointus, compliqués, complexes, et il n'y a guère presque plus que l'entreprise, voire peut-être quelques sous-traitants de matériel qui maîtrisent complètement le parcours de formation. Donc aussi ça. Mais par contre, je dirais, là où il faut faire attention, c'est que il faut que ça reste visible. Parce que quand on fait de la formation en binôme, pour un salarié, c'est invisible. Il n'a pas le sentiment d'être formé. Et quand il est sur poste, quand il est sur poste de travail, formé sur son poste de travail, pour lui, c'est un acte naturel. Ce n'est pas une action de formation dans son esprit. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller jusqu'à la certification, ou en tout cas la reconnaissance de la compétence, parce que c'est celle qui, pour la personne, valide qu'il a bien reçu une formation. Et je pense que c'est quelque chose vraiment à intégrer. Et donc des compétences RH nouvelles à intégrer dans les équipes, ce qui est ingénieur pédagogique un peu, si je traduis. Tout à fait. Ouais. Merci Marie-Hélène. Michel, j'ai envie d'avoir évidemment ton retour. On parle de formation en entreprise. On a dit qu'on n'est pas sur le podium des formations en entreprise aujourd'hui. Quels sont du côté des salariés globalement les freins quand Marie-Hélène parle justement d'individualiser les formations, François en parlait de la disponibilité des salariés. Toi, quelle est ta perception ? Alors, déjà, c'est de quel type de formation on parle en fait. Il n'y a pas une formation. C'est vrai que c'est, comme tu le disais, c'est l'individualisation. Mais il y a la formation initiale et la formation pour la prise de poste, la formation pour monter en compétences. Donc il y a une palette assez complète de formations. Et donc on voit au niveau des entreprises, un des freins, c'est un peu ce que tu disais, le réglementaire. On voyait que beaucoup de salariés étaient formés, mais quand on regarde un peu dans le détail, il faudrait regarder le type de formation. Il y a déjà beaucoup de formations réglementaires à faire en agroalimentaire. Donc il y a beaucoup, toutes les formations réglementaires, en fait, ça fait beaucoup de temps qu'il n'est pas disponible pour des formations qualifiantes ou pour monter en compétences. Donc ça, c'est un élément. Donc un deuxième élément, c'est aussi pour une certaine population, c'est la peur de l'école, en fait, de retourner à l'école. Donc qui ont quitté en fait les circuits de formation depuis un petit moment, et donc du coup de retourner en formation, ça peut faire peur. D'où en fait ce qui avait été fait par rapport au CLEA, pour les accompagner, pour pouvoir remonter, reprendre un processus de formation. Donc ça, c'est un frein, c'est un réel frein aussi. De se remettre à apprendre. Un autre élément qui a été évoqué aussi, c'est moi qui m'interpelle un petit peu, c'est aussi le distanciel. Donc on voit que les formations en distanciel sont de plus en plus présentes, le mixte aussi.
ça peut éloigner certaines personnes de la formation aussi. Ça, tu parles de génération là ou simplement pas le fait de pas être forcément en proximité? non, c'est pas forcément générationnel. Hein, c'est plus des publics qui sont pas qui n'ont pas forcément le réflexe et qui peuvent se retrouver en difficulté aussi. C'est surtout ça, moi, en fait, qui m'interpelle, le fait d'être en difficulté, parce que, en fait, dans le distanciel, on perd une partie de on tout. est tout seul. Enfin, Voilà, ça. on est Ouais, tout c'est seul, ça. et donc c'est peut-être un peu plus compliqué, et on perd en fait une partie des apports connexes au présentiel avec les échanges, et donc ça, je pense que c'est un frein qui fera aussi être vigilant là-dessus. Et donc, et quand je dis c'est pas générationnel, on voit beaucoup de jeunes qui sont à l'aise avec le smartphone, mais quand il suffit d'aller plus loin, c'est compliqué aussi. Hein, donc c'est pas forcément que générationnel. Donc il y a cet élément-là. Ensuite, un autre élément, c'est la tension, ça a été évoqué dans l'étude aussi, c'est les tensions sur les productions, et donc la difficulté de pouvoir en fait dégager les salariés pour aller en formation. Ça, c'est une réelle difficulté aussi. Et un autre élément par rapport à ce que tu disais, où le fait d'être sur poste, en fait, on n'a pas l'impression d'être en formation, mais il y a aussi la difficulté de celui qui accompagne. Avec les turnovers, en fait, ils sont... Le formateur les formateurs, ils sont tout le temps sollicités, donc il y a aussi une fatigue de ce côté-là. On va dire, oui, mais on forme, mais ça Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont rester? Donc ça, c'est une réelle crainte aussi. Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu les sujets vraiment entreprises. Après, il y a deux sujets aussi, il y a des leviers, il y a des choses qui existent, et je trouve qu'on n'est pas... ils ne sont pas suffisamment connus ou mis en avant. Il y a deux éléments. Hein. Il y a l'entretien pro. On parlait de trajectoire salariée. Moi, j'appelle parcours salarié. L'entretien professionnel, c'est quelque chose d'important, en fait, dans cette trajectoire. Et trop souvent, on voit que c'est pas forcément... ça ne produit pas les effets ou les résultats qu'il devrait y avoir. Soit parce que les salariés ne sont pas moteurs, ou soit aussi parce que le management n'est pas forcément à l'aise avec cet exercice-là, et par manque peut-être de formation aussi, ça c'est important. On a parlé de la formation des managers, ça c'est vraiment un point important. Donc voilà, l'entretien pro, ça c'est important. Il y a l'entretien donc professionnel en tant que tel, mais il y a après, derrière, la deuxième partie, comment on construit dans les entreprises un parcours de formation et d'évolution des salariés, et comment on crée des passerelles. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième point que je vois aussi, c'est le conseiller en évolution professionnelle. Ça, dans le dispositif de formation, c'est un outil qui est vraiment... pas correctement, pas suffisamment utilisé. Voilà, pas suffisamment utilisé, parce que je pense qu'il est méconnu. Il est méconnu, et en fait, la question, c'est comment faire pour communiquer sur le sujet. Je parlais tout à l'heure des entretiens professionnels. Normalement, il y a un volet sur le CEP, mais voilà, peut-être que les managers ne sont pas suffisamment formés pour mettre en avant ce dispositif. Et puis, il y a aussi peut-être le frein de certaines entreprises qui se disent, si je forme mes salariés, ils vont peut-être partir. De toute façon, je pense que c'est pas forcément le cas, parce que on verra que c'est quasiment l'inverse. Voilà, un salarié, s'il veut partir, voilà, il partira. C'est pas le fait de le former. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là. Et donc voilà, dans l'étude... Alors, un dernier point, Michel. Voilà, dernier point, je voulais un petit peu rebondir sur quelque chose qu'il y avait dans l'étude. Hein, c'est les formations privées qui ne sont non reconnues par le RNCP. Bon, voilà, je suis un petit peu... Tu es dubitatif. Voilà, je suis un petit peu dubitatif sur le sujet. Et pour nous, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui va favoriser
la transversalité des compétences. C'est peut-être voilà, c'est du sur-mesure pour une entreprise, mais comment le salarié va s'y retrouver dans ces types de formations? Ça, c'est une vraie question. Merci Michel. Merci. J'ai envie de te poser à Bastien la question. On a vu, on a vu la formation des salariés, enfin les organismes de formation, la formation des salariés, les freins. Bastien, vous êtes en master, alors 1 ou 2 2, pardon. Alors, master 2, en alternance, voilà, sur les métiers. Je me permets de regarder ma fiche parce que j'ai je ne l'ai pas sur ma fiche. Alors, oui. Je peux vous aider? Mais oui. À la Coperle, ça je sais. Et précédemment Donna, ça je sais aussi. C'est bon, sur ça on est bon. Alors pour retracer un peu mon parcours, moi en sortie de baccalauréat, j'ai décidé d'intégrer un IUT, donc un institut universitaire de technologie, et donc un niveau Bac plus 2 en sortie de diplôme. Et à la fin j'ai décidé du coup de poursuivre, de par un peu l'appétence des compétences, d'aller voir ce qu'il y avait au-delà de ce que j'avais déjà acquis. J'ai décidé du coup de poursuivre ma formation en intégrant une école d'ingénieur en agroalimentaire. Donc tout d'abord plutôt axé sur la production. Et surtout, point important, c'est que j'ai décidé de faire ce choix de prendre une formation par alternance. Parce que de prime abord, quand même, pouvoir intégrer les compétences apprises en formation dans le milieu professionnel, je pense qu'il n'y a quand même pas une meilleure opportunité que de valoriser son savoir-faire. Et aussi de se dire qu'on peut déjà être acteur du changement au sein de ce secteur. Alors pourquoi d'abord Donna et pourquoi la production? Parce que les valeurs et puis le ressenti de l'agroalimentaire que j'en avais, c'était que ça reste un secteur très dynamique, c'est-à-dire qu'en termes d'opportunités et puis même d'enjeux, aujourd'hui ça évolue avec les tendances sociétales, les tendances environnementales et les différentes contraintes qui vont avec. Et donc je me suis dit, quel secteur formidable, enfin, c'est en perpétuel mouvement, et donc c'est sûr qu'il y avait une appétence pour ce dynamisme et cette stimulation associée justement à ce genre de formation et à ce genre de métier. Et alors, j'ai une question. Alors là, on sent la trajectoire. On imagine que peut-être votre premier job sera dans l'agro. Enfin, on imagine, on espère même pour aller au bout. Dans votre promotion, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment réagissent les jeunes dans votre promotion. Est-ce qu'on sent... Enfin, quel est ce ressenti-là? Nous, on a besoin de travailler l'attractivité, on a plein de choses à faire valoir, on a des choses à vous dire, mais on a toujours du mal à bien sentir, et ce sera sur la deuxième table ronde aussi, on ira chercher ça, mais à sentir un peu ce ressenti des promotions quand vous êtes entre vous. L'agro, c'est quoi et en quoi ces formations-là peuvent servir votre parcours et votre avenir? C'est une question un peu difficile parce que souvent, quand on vient en parler, c'est pas forcément toujours en positif. Parce que aujourd'hui, notamment en apprentissage, le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas une assez bonne valorisation justement de ce genre de formation dans lesquelles on est. Et surtout, il y a peut-être à l'embauche pas assez d'efforts du côté de l'entreprise pour justement essayer de comprendre le contenu de la formation, comment justement valoriser, donner une trajectoire, comme vous dites, à ce nouvel arrivant qui est un alternant dans l'entreprise, et justement et donner cette sensation à l'alternant qu'il ait une plus-value, qu'il va être utile à l'entreprise, et que finalement faire cette formation dans laquelle il est actuellement, ça a du sens pour lui et aussi pour l'entreprise et l'organisme qui va l'embaucher. Donc souvent on a beaucoup de remontées qui sont un peu des pertes de motivation du fait qu'on est un peu on va pas dire délaissé, mais qui nous manque en autonomie, en grande autonomie. En autonomie, en fait, il y a quand même beaucoup d'alternants, je parle vraiment de façon générale, qui, je pense, sont là pour être formés à un métier, ce qui est positif. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier cette part de l'apport, encore une fois, j'y reviens, l'apport qu'on peut avoir de par des connaissances qui ne sont pas forcément dans l'entreprise au moment où on va arriver. Donc justement, c'est de venir apporter notre petite pierre à l'édifice et encore une fois de donner du sens. Sur l'attractivité du secteur en général, je pense que c'est ce que j'ai dit au début est assez commun à toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger dans ma promotion.
c'est qu'en termes d'opportunités professionnelles, quand même, l'agroalimentaire, c'est quand même bien, quoi. Faut le dire. Et que, justement, il y a une diversité d'emplois et d'opportunités qui est quand même assez exceptionnelle en termes de secteur. Bon, Bastien, on va vous embaucher en tant qu'ambassadeur pour la filière. Je pense qu'on est tous convaincus. Mais il y a quand même un travail oui. qui est à faire, et surtout en termes de communication au niveau des attentes entre justement ces personnes qui vont être formées ou qui sont en formation et les attentes de l'entreprise vis-à-vis de ça, et pour trouver une adéquation, je pense. Parce qu'il va toujours y avoir ce moment où on va se rendre compte que j'avais pas imaginé ça, ou... Et du coup, on va reprendre ce terme qui est revenu quand même beaucoup par les intervenants avant moi. C'est cette appétence qui est, pour la plupart, très grande au début, puisque c'est quand même un secteur très particulier, mais qui peut aller, qui peut être assez décroissante par la suite. Et donc, il faut garder cette motivation, il faut valoriser, il faut donner du sens, il faut justement fixer des objectifs et garder la motivation de ces personnes qui, je pense, dès leur entrée, sont motivés parce qu'ils sont déjà là. Parce qu'ils sont là. Merci Bastien pour ce retour, c'était très important. J'ai envie de me tourner vers vous, Laura. Vous êtes donc RH pour Traiteurs de Paris. Et la question, c'est est-ce que des jeunes postulent aujourd'hui à Traiteurs de Paris ? Voilà, quelle est votre politique par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, et puis vos succès par rapport à ça ? Alors oui, les jeunes postulent, mais difficilement. On rencontre en effet les mêmes problématiques, hein. Notre volonté, c'est vraiment de pouvoir passer par l'alternance pour justement répondre à ces problématiques de pyramide des âges dont on a vu tout à l'heure, avec une volonté de pouvoir intégrer, partager nos métiers, pouvoir continuer après l'aventure avec ces jeunes dans l'entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'entreprise, on a 14% du coup d'étudiants. C'est très faible, à notre sens, sur 500 collaborateurs. On a chaque année cette politique de l'alternance qui tend à vouloir se développer. Et cette année a été très particulière, notamment sur les métiers de la maintenance, comme vous l'avez souligné, par exemple. Je pense que c'est le plus bel exemple, et on est tous ou presque dans cette situation. Mais on a vraiment cette volonté de partager les compétences qu'on perd au fur et à mesure, pour justement recruter et répondre à des besoins de recrutement, hein, même si ce n'est pas à l'instant T. L'idée, c'est le partage d'expériences, de compétences, et de pouvoir répondre à nos besoins futurs. Et malheureusement, cette année, j'ai eu un alternant sur 3 besoins, avec, pour ma part aussi, des fois un manque d'engagement, puisqu'on s'engage auprès de certaines personnes et qui finalement ne viennent pas. On reparle de soft skills encore. Mais c'est vraiment nos ressources de demain. Il faut vraiment qu'on oriente nos actions RH sur ces jeunes personnes, pour les capter, pour les faire venir sur les métiers de l'industrie agroalimentaire. Nous, notre volonté, c'est de pouvoir développer justement nos effectifs, et ça passe aussi par le recrutement aussi de ces jeunes personnes qui sont nos compétences de demain et qui répondront de plus en plus aux métiers en tension d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas que la maintenance. D'un point de vue limite, l'idée, c'est aussi de pouvoir les accompagner sur les soft skills, de pouvoir aussi de faire de nos alternants peut-être nos futurs encadrants, puisqu'on parlait de mobilité, et ça, on est assez fort aussi dans l'entreprise pour déceler les compétences qu'on peut mobiliser en interne pour les faire évoluer. Après, il ne faut pas aussi oublier nos ressources internes, puisqu'on a des richesses de parcours internes qui sont aussi à valoriser. Tout à l'heure, on parlera aussi de la certification OTIA, mais ça permet aussi de fidéliser nos collaborateurs, nos managers, à travers la formation. Très bien. Merci Laura. Et j'ai envie d'un rebond sur plusieurs points, notamment la maintenance. François en parlait, on est tous convaincus du sujet et de la difficulté aujourd'hui de trouver des profils de maintenance. On voit des formations qui peuvent fermer, pas parce qu'il n'y a pas de besoin, mais parce qu'il n'y a pas de jeunes à rentrer en formation de maintenance. Et puis je parle aussi de l'apprentissage qu'on voit évoluer vers du Bac+, alors BTS et Bac+, mais on sait que ça peut être pour les plus jeunes aussi. Peut-être, Marianne, je sais que c'est des éléments que tu redonnes à chaque fois, mais je pense que c'est important de leur dire encore. C'est pour intégrer en maintenance, on peut
et peut-être on doit prendre des mineurs. Ouais. Est-ce que tu Oui. peux... voilà, J'espère que je ne vais pas donner l'impression de radoter parce que j'ai l'occasion de le dire assez souvent. Explique-nous Mais voilà. en quoi... Alors, du coup, ce que recherchent les entreprises comme niveau, c'est aujourd'hui le technicien supérieur. C'est, je dirais, le niveau BTS. Alors, pour vous donner un exemple, là, l'année dernière, j'en avais 125 en formation. Cette année, j'en ai 90. Voilà. C'est une chute importante. Et en fait, pour pouvoir avoir du BTS, eh bien, il faut avoir l'échelon avant. Il faut avoir du bac pro. Sauf quand on est en bac pro, eh bien, on est mineur. Et ça ne peut pas être autrement. On est mineur. Et donc, du coup, moi, je constate un refus très ferme de la part de certaines entreprises de recruter des mineurs. J'ai même des fois, qui me fait m'interroger beaucoup, des jeunes, ils vont avoir 18 ans. Donc, quand ils rentrent dans un BTS, ils vont avoir 18 ans au mois de novembre. J'ai même des fois des entreprises qui refusent de recruter quelqu'un parce qu'il ne va avoir 18 ans que dans 2 mois, alors que son contrat d'apprentissage va être sur une durée de 2 ans. Voilà, donc pour vous dire, donc quelquefois j'hallucine un peu. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que si on ne maintient pas la filière qui se trouve juste avant, eh bien, c'est le BTS à un moment donné qui va trinquer. Nous, on avait un partenaire pédagogique qu'on avait choisi pour faire du BTS parce qu'il avait le bac pro. Et quand il a perdu le bac pro, faute de candidats, eh bien, on a perdu la moitié de nos effectifs dans le BTS. Voilà, je pense que... Et donc, du coup, je sais que ça peut faire peur de recruter un mineur, mais c'est, je dirais, il y a des choses qui existent. La région, la DRETS, l'éducation nationale a travaillé dessus. Je crois qu'à un moment donné, avec la BEA, vous aviez aussi fait intervenir une juriste pour donner des éléments. Pour expliquer. Voilà, et il faut effectivement, si on veut la maintenir, il faut et toutes les entreprises qui le font, parce qu'il y en a quand même qui le font, eh bien, elles sont gagnantes. On prend un stagiaire en bac pro, il vient chez vous parce qu'il est à proximité de son domicile souvent, parce qu'il va y avoir du mal à se déplacer, et il va rester en BTS, forcément. S'il est bien accueilli, bien entouré, il restera, et donc c'est vraiment gagnant, quoi. Voilà. Donc je fais un appel. Accueillir des mineurs. Voilà. Bon, merci Marie-Hélène. Peut-être Laura, vous peut-être pouvoir parler, on en parlait tout à l'heure, de la formation OTIA. Que vous puissiez nous faire un retour d'expérience de ce que vous avez mené chez Traiteurs de Paris. Oui, en effet. Alors OTIA, opérateur de transformation. L'acronyme. Voilà, de transformation en industrie agroalimentaire. Alors moi, je l'ai mené partiellement puisque j'ai rejoint l'entreprise en cours de route. Mais l'objectif, c'était en partenariat donc, avec la BEA et RaiSmart et notamment François Leroy et Jean-Bernard Guillot, de pouvoir participer à cette première expérimentation et de pouvoir aussi après derrière partager en tant qu'industrie et membre de la BEA justement cette expérience à tous les RH professionnels pour reconnaître le parcours de nos collaborateurs et notamment des opérateurs référents, opératrices pour le coup, puisqu'elles étaient 3. Et ce sont en fait des parcours qui ont des parcours totalement différents, mais avec une richesse et des personnes qui ont pu évoluer au sein de Traiteurs de Paris qui, quand elles sont arrivées, peut-être n'étaient pas destinées à vouloir s'engager pendant de très longues années sur ce type de fonction. Et quand on arrive avec une carrière, quelques années passées dans une même entreprise, retourner sur les bancs de l'école, c'est pas évident. Et là, l'OTIA nous permettait de pouvoir en fait valoriser ces personnes, reconnaître par le biais d'une certification leur parcours, leurs compétences. Et donc en milieu professionnel, c'est une VAE, on va dire, en milieu professionnel, en observation, sans avoir le dossier, l'examen très, très conséquent. Donc là, elles ont été vraiment accompagnées aussi, c'est le rôle des managers, de pouvoir les accompagner sur des éléments, sur la préparation, puisqu'il y a quand même un examen final sous forme de QCM. Et vous passez devant un membre du jury, mais ça a vraiment été une réussite et notre volonté, c'était de pouvoir essayer, le partager auprès de tous et le dupliquer maintenant demain sur nos 3 sites de production. Et l'entretenir, puisque c'est bien d'essayer, mais après c'est d'entretenir en lien avec l'IFRIA aussi ces différents parcours pour fidéliser aussi nos collaborateurs, c'est ce qui permet de les reconnaître mais de les fidéliser et de pouvoir derrière envisager aussi des mobilités peut-être demain, quoi. Très bien, alors avant de regarder la petite vidéo du coup avec le témoignage
voilà, de la salariée qui a suivi cette formation, dire qu'en fait, cette formation est la résultante en fait, d'un dispositif Agile Agro. Pour certains, ça parlera, on en a parlé tout à l'heure, qui était mené par la BEA, par iSmart, et puis avec des financeurs, et j'en vois dans la salle, notamment avec Ocapiat, évidemment, la région, et puis l'État. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on met des inputs en fait. On va aller réfléchir à des programmes, on va aller chercher les forces positives, les entreprises qui ont envie d'avancer et puis les financeurs qui veulent bien nous accompagner. C'est le pied à l'étrier. Comme vous l'avez dit Laura, après, il faut pouvoir que ça puisse se déployer en entreprise. Et là, on va voir le petit témoignage de votre salarié. Juste pour Michel, l'OTIA, c'est une certification inscrite au RNCP, donc pas une certification privée. Voilà. Donc c'est bien donc. Alors, ça s'est passé très bien. On a d'abord eu un QCM avec plusieurs questions. Donc, c'était un petit peu sur la qualité, sur le travail sur les lignes. Et en deuxième, on a eu une évaluation sur ligne où il y a quelqu'un qui est venu, qui nous a posé plein de questions, tout ce qu'il fallait faire, en fait, tout simplement. Moi, j'étais peut-être un peu plus stressée vis-à-vis de mon âge, mais la dame qui nous a fait la formation, elle était tellement gentille, elle nous a mis beaucoup à l'aise, ce qui fait qu'en fin de compte, ça s'est très bien passé, quoi. Alors moi, oui, parce que je trouve que déjà, c'est un plus pour nous. Même, je vois ici à Traiteur de Paris, je pense qu'il y a des femmes qui ont 58 ans, qui aimeraient bien avoir une reconnaissance au niveau de leur travail. Et je pense que ça serait bien qu'elles fassent cette formation-là. Étant plus jeune, oui, je trouve que ça valorise en fait le travail et ça montre aussi que justement, on connaît très bien notre travail en ayant le diplôme. Alors pour moi, c'est une démarche qui est très importante, que chaque entreprise devrait adopter. Pour moi, c'est un signe de reconnaissance pour nos salariés, d'autant plus pour le profil de Christelle et Nadine, du coup, qui sont nos opératrices référentes, qui s'occupent d'accueillir, d'évaluer et de suivre nos nouveaux arrivants. Et ça permet tout simplement de mettre en avant leurs années d'expérience. Aujourd'hui, elles n'avaient pas de diplôme jusqu'à maintenant, et de voir cette fierté qu'elles ont aujourd'hui par la certification OTIA, c'est une fierté également pour nous, managers, de les avoir accompagnés sur ce parcours-là. Voilà, tous les logos. Et ça, c'est important aussi, ça nous permet d'avancer. Merci pour ce témoignage. Ça permet d'illustrer quand même, ça permet de voir qu'avec des formations qui restent courtes, je ne sais pas combien d'ancienneté ont les salariés qui ont suivi la formation, mais... Oui, pour Nadine, donc la deuxième personne, on doit être sur une 15-20 ans, je pense. D'accord. Et puis, c'est pareil, ouais, on est, je dirais, sur une tranche... alors, il y a une personne qui n'est pas figurante sur la vidéo, mais qui a réussi aussi à cette certification, qui doit être là depuis à peine 2 ans. Et les 2 autres personnes ont entre 10 et 20 ans d'expérience dans l'entreprise. Ouais. Donc là, on arrive à faire sans frein, en fait, oui, sur la formation. Tout à Très fait. bien. Merci, Laura, pour cette illustration. On a parlé de formation, on a parlé des jeunes. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu dans le fil du parcours collaborateur à l'intégration aujourd'hui de nouvelles personnes dans nos entreprises. Et peut-être, Monsieur Pauillac, donc directeur opération pour Pôle emploi, que vous puissiez nous redonner des dispositifs. Alors, ils sont plus ou moins connus de l'ensemble des RH. Voilà, on a remis les acronymes parce que POI, POEC, AFES, je pense qu'on maîtrise à peu près tous, mais enfin, c'est bien quand c'est remis. Et surtout de redire en quoi aujourd'hui ces dispositifs, donc accompagnés et proposés par Pôle emploi et puis avec l'entreprise et parfois aussi avec des financements d'Ocapiat, peuvent accélérer l'intégration, peuvent permettre aussi à des personnes qui n'avaient pas pensé à l'agroalimentaire de s'intégrer dans ces entreprises-là. Très bien, oui. Alors du coup, je vais amener une bonne nouvelle qui en est une mauvaise en fin de compte, c'est-à-dire le taux de chômage en Bretagne. Donc on est à 5,7% de taux de chômage, donc on est le 2e de France après Pays de Loire, qui nous a doublé il n'y a pas longtemps. Ah oui, on s'est fait doubler juste le dernier trimestre, donc il faut qu'on fasse mieux la prochaine fois. Donc ça représente 240 000 demandeurs d'emploi et seulement 115 000 demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé dans un mois. C'est-à-dire qu'il ne reste que 115 000 personnes en Bretagne qu'il va falloir convaincre de venir dans tel ou tel métier, avec une grosse concurrence entre secteurs. Et du coup, l'agroalimentaire devra faire un gros effort pour les attirer et leur dire qu'il faut venir travailler chez eux pour X raisons.
Donc on voit que depuis tout à l'heure, on parle de l'accueil, de l'intégration et puis de la pérennisation des emplois. Je pense que l'autre table ronde va en parler tout à l'heure et l'étude en parlait également. Au niveau de Pôle emploi, on essaie de préparer ces demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes. On parle beaucoup des jeunes depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des personnes moins jeunes qui cherchent aussi du travail et qui essaient de se reclasser dans d'autres secteurs. On a mis en place ce qu'on appelle des viviers sectoriels. C'est pas très joli, vivier pour des personnes, mais malgré tout, on les positionne dans des portefeuilles spécifiques, notamment dans l'industrie et l'industrie agroalimentaire. On a un certain nombre de personnes qu'on voudrait pousser vers ces métiers. On passera, avant d'arriver à ces mesures-là, il y a une mesure qu'on appelle l'immersion facilitée, que tout le monde connaît sous le nom de PMSMP, c'est très barbare, période de mise en situation professionnelle en immersion, pour permettre aux personnes de venir dans les entreprises, au moins découvrir ce qu'est l'entreprise, ce que sont les métiers. Alors ça peut aller de 3 jours à 2 semaines. En observation, en immersion dans l'entreprise, ça permet déjà de se faire une idée de ce qui se passe, de ce qu'on y fait, et de parvenir si ça ne plaît pas, et puis peut-être de continuer si ça plaît. En tout cas, c'est d'un commun accord, il n'y a pas d'obligation ni d'un côté ni de l'autre. Ensuite, après cette immersion facilitée, il y a des possibilités, et notamment si je m'appuie plutôt sur la FEST, qu'on appelle action de formation en situation de travail. Alors, ce n'est pas une vraie action de formation, en fin de compte. Il y a une préparation, il y a la possibilité pour Pôle emploi de financer un opérateur qui va venir sur place, regarder le poste de travail, analyser le poste de travail, ça c'est déjà fait, mais ça se fait encore comme ça, regarder l'environnement de travail, se mettre d'accord avec l'entreprise et de se dire, voilà, est-ce qu'il y a possibilité d'accompagner une personne directement sur le poste de travail. On en parlait tout à l'heure, cette individualisation qui est importante aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes pour remplir des sessions. La contrepartie, c'est que l'entreprise devra libérer une personne, un tuteur, qui devra s'occuper de cette personne, peut-être 1 ou 2 personnes, mais l'accompagnateur sera là aussi pour accompagner le tuteur. Donc il y aura toujours quelqu'un pour accompagner le tuteur et le demandeur d'emploi qui deviendra salarié, on l'espère, pendant toute sa formation. Et s'il y a un besoin de formation complémentaire, on peut l'adosser effectivement à une POI ou une AFPR en fonction de la durée de contrat que vous voulez proposer. Donc ça veut dire que on l'accompagne sur une machine qui est un peu complexe, on voit qu'il se débrouille bien, mais par contre on a besoin d'aller plus loin, de le former. Donc là il y a un financement possible aussi par Pôle emploi pour l'accompagner encore plus loin et puis qu'il puisse ensuite être embauché. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'entreprises agroalimentaires qui font appel à ces dispositifs ? Non. Voilà. Je le dis. Voilà, non. D'autres secteurs qui ont des compétences. Mais l'industrie, plus l'industrie, la partie, les 50% plus métal, on va dire comme ça, pour pas dire l'interindustrie, qui l'utilise beaucoup moins, effectivement. Donc on a fait un certain nombre de POEC, mais très peu qui ont été annulés, faute de candidats, à nouveau, malgré les financements qu'il y avait de la part de l'OPCO. On a eu. Je crois, alors je ne dis pas de bêtises, je me tourne, il y a Muriel qui est dans la salle, je crois que c'est 77 AFPR ou POE qui ont été mises en place, ce qui n'est pas énorme, mais malgré tout, il faut qu'on pousse, parce que maintenant c'est simple à mettre en place, tout est dématérialisé, et en plus, les financements sont pris en charge pas par l'entreprise, donc ça veut dire que ça peut aussi aider, même si souvent dans l'agroalimentaire, les entreprises sont un peu plus grosses qu'ailleurs. On peut quand même financer, il n'y a pas de raison. Très bien. Merci pour ce retour-là. Je reviens auprès de Michel concernant ces formations. Si on parle de sécurisation des parcours professionnels, mais tu l'as déjà dit tout à l'heure, quand il s'agit de mettre en place des dispositifs, donc accompagnés par l'OPCO, accompagnés par Pôle emploi, certifiants, ça va dans le sens de cette fameuse trajectoire. On sait aussi qu'on a une grande partie de nos effectifs qui sont peu qualifiés quand ils arrivent dans nos industries, dans nos entreprises. Est-ce qu'il y a un effet volume qui peut nous permettre de dire que ça sécurise les parcours ? Alors, oui et non, quand on voit en fait un petit peu les volumes en fait, par rapport à ces dispositifs-là, on n'est pas très bon en agroalimentaire. Après,
quand on est dedans, il y a aussi des dispositifs. On a parlé des CQP. Et ça, c'est un réel atout hein, de mettre en avant ces CQP pour reconnaître la compétence des salariés. Les CQP vraiment spécifiques, mais aussi transversaux. Donc ça, c'est un élément important. Il y a d'autres dispositifs qui sont, je parlais tout à l'heure qu'il y a des dispositifs qui sont peu connus. Je parlais du conseil en évolution professionnelle qui commence à se faire connaître, mais bon, qui a encore besoin d'être connu. Il y a des choses qui sont financées par les OPCO, notamment TSF. C'est quelque chose qui est très peu connu, mais c'est un très beau dispositif qui permet en fait... Alors tu nous donnes l'acronyme ? Parce que je te regarde là, ouais, je ne l'ai pas celui-là. C'est transfert des savoir-faire en fait. D'accord. Où en fait, quand sur des compétences clés dans l'entreprise, ça permet que la personne, quand elle va partir, en fait, en général, c'est souvent quand il y a un départ à la retraite, il y a un tuilage un peu plus précis sur... Et on sent qu'on va en avoir besoin si on se confère. Donc voilà, il y a des choses qui existent, qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas suffisamment connues et qui auraient le mérite d'être mis en avant. Voilà. Après, ça demande aussi un engagement des entreprises. C'est pas... Mais déjà connaissance des dispositifs. Mais déjà connaissance des dispositifs. Merci. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui manque aussi pour pouvoir mettre en application toutes ces choses-là. Laura, pour mener les formations sur vos sites de production, est-ce que vous mutualisez vos formations sur les 3 sites? Est-ce que vous faites des formations site par site? Est-ce que cette mutualisation, est-ce que vous la jouez déjà en interne? Et peut-être, est-ce que vous la jouez aussi avec des entreprises à côté de chez vous? Alors, mutualiser, c'est compliqué parce qu'on a l'éloignement un petit peu géographique entre la Normandie, le pays de Vitré et le Morbihan. Par contre, ce qu'on peut mettre en application souvent sur le site de la Guerche, qui est quand même notre premier site de production, site pilote, et il y a la proximité aussi avec le siège. Donc, on met en application et on duplique après sur les autres sites ce qui peut être fait et ce qui marche, en fait, ce qui réussit. Mais en effet, on préfère aussi raisonner sur du local. Après, on travaille avec des centres aussi qui sont reconnus comme l'IFRIA, comme l'UIMM, des partenaires qui nous permettent aussi de pouvoir mailler d'un point de vue national auprès de nos sites de production. Et, très bien. Et si on rebondit un peu, si on focus un petit peu sur les managers, aujourd'hui, ce qu'on a vu que c'était... Le maillon, alors pas faible, mais la courroie de transmission d'un bon nombre de choses en entreprise, la colonne vertébrale. On a vu qu'on était un peu faible sur cette colonne vertébrale, qu'il va falloir qu'on se muscle un peu. Comment... attendez, j'ai perdu ma question, excusez-moi. Comment ces managers abordent la notion de compétence? Ça peut être du verbiage RH un peu. Là, on est tous entre sachants, donc on manipule ça, on jongle un peu avec. Mais au niveau des managers, est-ce que on est encore sur cette façon de voir et puis de vivre les choses autour des métiers et des tâches peut-être? Ou est-ce que vraiment il y a cette notion de compétence? Et quand je vous pose la question, c'est quand on parle des soft skills aussi, est-ce que c'est vraiment identifié ou est-ce que ça reste encore un peu une ambition de RH? Alors c'est vrai qu'en tant qu'RH, on doit accompagner nos managers. Donc tout à l'heure, on parlait des outils RH. On a les entretiens pro annuels qui permettent en fait aux managers d'avancer sur le développement, sur l'identification des compétences, des besoins. Mais il y a aussi le sujet de la matrice des compétences. C'est aussi travailler main dans la main avec les managers pour trouver des alternatives, pour voir en effet comment on peut faire aussi avec les ressources internes, avec la formation. C'est s'ouvrir en fait par rapport à un simple besoin de recrutement, par exemple, c'est de voir si on n'a pas la ressource en interne, si on ne peut pas la créer par le biais de la formation, mais aussi pouvoir accompagner nos managers dans le développement de certaines compétences qui peuvent être existantes au sein de notre entreprise. Alors, manager, le rôle de manager, j'ai envie de me tourner pour finir vers Bastien, parce que on attend beaucoup de choses de ce rôle de manager. C'est un intitulé de poste qui peut faire peut-être bien, ou qui recouvre du moins beaucoup de choses. Ça pouvait peut-être faire rêver une génération X. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans vos formations, on se dit, tiens, moi j'ai envie d'être manager. Enfin, je ne sais pas si ça reste le Graal. Et comment vous percevez de façon globale, a priori, ce rôle d'encadrement
au sens large. Alors, je pense que la question aujourd'hui, elle est plus abordée sous la forme du questionnement, finalement, manager, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, dans nos formations, on a justement des modules d'enseignement axés autour de ces compétences de management, donc axés autour de ces acquisitions de soft skills, mais aussi de vraies techniques de management. Après, aujourd'hui, la question vient aussi de l'entrée en entreprise en tant que manager. Donc cet accompagnement au poste au début, ce gain en légitimité qui est parfois plus ou moins long. Donc ça aussi, c'est une variable un peu personnelle. Et aussi de la confiance que va nous accorder la structure en place. Donc cette confiance a priori, finalement, cette reconnaissance aussi de l'enseignement qui restera théorique en fonction des formations, sur justement ces compétences de manager. Manager, du coup, oui, pourquoi pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y en ait beaucoup qui se ferment directement à l'idée d'être manager, d'avoir ces compétences de leadership. Mais aujourd'hui, être manager en agroalimentaire, l'étude l'a bien résumé aussi, c'est beaucoup de contraintes pour des fois des avantages qui ne sont pas forcément très différenciants. Très bien. Donc, en gros, c'est de dire le post manager, pourquoi pas, et c'est l'entreprise qui va me proposer, en fonction de ce que proposera l'entreprise, c'est-à-dire à la fois, vous l'avez dit plusieurs fois, la reconnaissance, la capacité aussi d'exprimer ses propres compétences et façon de faire aussi dès le départ, qui va engager ou non le jeune demain. Merci. Merci pour ce retour-là. Est-ce que j'ai bien posé les questions? Oui, sur la notion de compétence, oui, je regarde pour être sûre. On a beaucoup parlé de ce rôle de manager. On sent qu'il y a un manager, donc des compétences autour de ce manager qui évolue. Ce fameux manager 4.0 voilà, qui nous interroge. Nos capacités en entreprise aussi, en IA, de pouvoir embarquer des postulants ou des personnes déjà salariées sur ces fonctions-là. Et on manque d'éléments. Il nous manque une cartographie un peu pour aller chercher ce manager 4.0. Et à ce titre-là, je souhaitais qu'on puisse accueillir Fabienne Noilly. Fabienne Noilly, tu es co-dirigeante du cabinet qui s'appelle L'Autre Rive, et d'une rive à l'autre, je m'excuse, d'une rive à l'autre, et c'est un petit peu votre spécialité. Justement, ces formations de manager. Alors, c'est ma traduction, le 4.0, mais tu le diras certainement beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, quelles sont les tendances d'accompagnement sur ces nouveaux managers? Merci de m'avoir invité et merci pour ces échanges. Donc je ne me permets pas d'avoir la bonne réponse. Je pense que c'est bien tous ensemble. Après, le témoignage qu'on peut donner à jour, c'est que finalement déjà au niveau, et tu l'as dit de manière très factuelle, au niveau des constats, on a un vrai sujet sur l'encadrement. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas notre encadrement, mais à tous les sens du terme. Et à la fois, c'est pourtant sur eux qu'on repose toutes les responsabilités. Aujourd'hui, le manager, c'est notre RH, c'est celui qui gère la transformation alimentaire, les nouvelles recettes, la transformation numérique, les nouvelles machines, à la fois qui gère pourquoi pas aussi l'écosystème dans lequel il est, qui doit faire face à des crises. Et aujourd'hui, il a des milliards de casquettes. Alors, comment on fait pour déjà, le reconnaître? Donc ça, c'est dans la besace de chacun. Et nous, humblement, d'une rive à l'autre, c'est l'idée de travailler avec vous, la BEA, et puis avec des personnes qui pourraient aussi aider à stimuler, pourquoi pas, les financements, à avoir une formation un peu transverse, commune, sur les attentes sur le manager de demain. Alors, nous, à première vue, on imagine déjà 3 strates de management de manière macro. La direction générale, qu'on oublie souvent, qui peut être familiale, finalement on sait faire. Voilà, donc c'est très bon en termes de culture d'entreprise, qu'il y a une image tout de suite naturelle, attractivité immédiate, mais en termes de remise en question, il y a un travail et ça s'accompagne aussi. Donc voilà, il y a ce côté direction générale au sens large. Puis on va avoir le niveau responsable de service qui est spécialiste de sa matière, mais qui touche beaucoup à travailler avec l'autre. Donc on est sur des projets transversaux, colossaux maintenant, qui sont adressés à l'ensemble de l'entreprise. Et puis vous avez le manager de proximité. Donc lui, tous les jours, il peut même être sur la ligne de prod.
parce qu'il manque quelqu'un. Il va appeler l'intérim, il doit fidéliser, il doit reconnaître le talent, il doit faire sortir les produits, parce qu'avant toute chose, il faut livrer. Hein, c'est la première. Donc on est dans les entreprises agro, on va à 100 à l'heure, on est au rythme de nos produits, et il faut accompagner ça. Donc nous aujourd'hui, les premiers grands, si on fait un triptyque, les grandes compétences qu'on voit, c'est déjà la notion d'agilité. Comment on accompagne cette agilité, cette conduite du changement qui devient, qui devient quelque chose de permanent en fait dans les entreprises, cette conduite du changement. Puis on va avoir la performance. Aussi derrière, il y a un axe RH qui vient poindre son nez. Comment je suis à la fois performant, c'est-à-dire je suis capable de donner le cap, mais je suis capable de prendre des décisions. Est-ce qu'on donne bien aussi le rôle du manager proximité? Est-ce qu'on lui donne bien la main pour avoir ce rôle-là? Et puis la troisième brique, c'est la notion de coopération. Finalement, je coopère, je mets en place de l'intelligence collective, je vais chercher l'intelligence au niveau du collectif et je suis capable d'interagir avec mon écosystème. Donc, quelque part, au cœur de tout ça, pour répondre à ça, on se dit qu'il faut déjà un manager conscient. Conscient, qu'est-ce qu'on met derrière? Je me connais moi, je connais l'autre, pour pouvoir mieux interagir. Je suis capable de communiquer efficacement, sans imposer mon idée, mais en une notion d'ouverture. Et puis après, on va aller vers ce manager déjà performant, voire visionnaire, pilotage. Donc là, on en est loin, mais ça peut être des étapes à franchir. Et puis, comme on l'a dit, un manager responsable. Mes actions que je fais, quel impact elles ont? Comment j'embarque ça? Je fais de l'insertion. Et on n'en a pas parlé aussi, c'est la notion de diversité. C'est qu'aujourd'hui, on a une population, une culture, on fait venir des réfugiés, des personnes éloignées de l'emploi. On doit accompagner les fins de carrière. On doit attirer des jeunes. Et donc, tout ça, c'est un mélange génial si on sait en sortir une force. Mais aujourd'hui, il faut arriver à faire communiquer tout ça. Donc, voilà humblement. On essaie de travailler ensemble sur un parcours. On espère, voilà, pourquoi pas des entreprises pilotes qui voudraient le tester pour pouvoir justement, comme on le disait, vous l'avez fait sur l'OTIA, être un peu pilote, pouvoir faire un REX et se dire, allez, on est sur les bonnes compétences. On est sur les bonnes compétences. Donc voilà, on est plutôt dans la phase aujourd'hui d'élaboration, de recherche d'entreprises pilotes pour le mettre en place d'ici la fin de l'année. C'est le but. Ouais. Merci Fabienne. Merci, on peut applaudir la table ronde. Ah, ne bougez pas, ne bougez pas. Il y a les questions, il y a les questions. Alors maintenant, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit? Ou des remarques, ou des compléments d'information? Peut-être présentez-vous à tous, toutes et tous, pour débuter. Bonjour, merci. Donc merci pour cet échange. Donc Marilyn Huchet, professeure en économie à l'Institut Agro, Rennes-Angers, donc à côté. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'est de savoir est-ce que l'étude d'ICTIA est disponible? Est-ce qu'on peut la consulter ou pas? Et ensuite, justement, sur ce panorama qui a été présenté et qui est fort intéressant, est-ce que vous avez mis en éclairage quand même des tensions au niveau de filières et au niveau de certaines localisations? Parce qu'on a complètement fait abstraction là, des questions de filière et de localisation. Est-ce que vous avez observé quelque chose à ce niveau-là ou pas? Ou est-ce qu'on tire vraiment une généralité de toutes les entreprises qui n'arrivent pas à recruter au niveau des opérateurs de production, conducteurs de ligne, etc. Alors pour la première partie de votre question, oui, l'étude d'ICTIA va être mise à disposition donc, et diffusée, bien évidemment. Alors je me retourne vers RiceSmart, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on pourra appuyer sur le bouton pour que ce soit complètement public, mais j'imagine que pour les personnes qui sont là, ça ne devrait pas poser de difficulté. Donc on va vous envoyer ça sans problème. Je prends des précautions puisqu'on a 8 autres régions avec cette étude-là et qu'il faut qu'on appuie sur le bouton en même temps. Sur votre deuxième partie de question, c'est une étude macro.
on n'a pas est suffisamment significatif pour se dire que même si, par exemple, sur les territoires ou de Lannion ou en Centre-Bretagne, on peut avoir, et ça suit les taux de chômage. Le taux de chômage va être un tout petit peu plus important en Centre-Bretagne et peut-être un peu au nord de la Bretagne. On aura un tout petit peu moins de tension et un peu moins de difficultés. Mais globalement, qu'on soit un problème de 50%, c'est l'étude BMO qui donne les tensions en recrutement, si on parle de ça. Et donc, évidemment, recrutement en entreprise, mais en alternance, ça suit la même tendance. Qu'on soit à 50 ou 70% de difficultés, j'ai envie de dire... c'est pareil. On a une difficulté qui reste majeure. Donc, après, on peut avoir, bien évidemment, une situation qui peut se détendre ou se tendre socialement. Ça dépend de quel côté on regarde les choses. Mais avec un petit peu plus d'actifs disponibles pour travailler dans les IA. Mais globalement, on peut se dire que l'étude macro est la même sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, très bien, merci. Et juste en commentaire, je voulais dire que je soutenais complètement le fait d'inciter à recruter des mineurs, en fait. Moi, je l'ai observé, alors à titre personnel, j'ai des enfants, comme tout le monde, qui travaillent l'été. J'en ai une les deux ont commencé en étant mineurs. Il y en a une quand même qui a travaillé à 16 ans dans un supermarché, dans le rayon côté distribution. L'année suivante, changement de direction, c'était clair. Pas d'enfants, pas de jeunes mineurs en fait. Alors qu'elle avait déjà eu l'expérience dans le magasin, etc., qu'il n'y avait pas eu de soucis. Donc je me dis, mais c'est délirant. Donc je partage complètement en fait cette idée de soutenir l'emploi de mineurs. Et je pense que vous avez mis en avant cette question des soft skills. Mais justement, en fait, je veux dire, vous pouvez tout à fait, les entreprises peuvent tout à fait mener des entretiens avec ces jeunes. Et c'est la personnalité qui sera la plus importante. Et donc ces soft skills. Oui, je pense en tant qu'ancienne RH, je regarde les DRH devant, je pense qu'il y a aussi une frilosité d'un point de vue de droit du travail. Avec un grand nombre de précautions à prendre. On a un droit du travail qui est assez épais, avec une jurisprudence qui est encore plus épaisse et qui peut parfois un peu freiner les ardeurs. Mais alors après, c'est de se dire qu'on a réussi une fois, on a réussi 2 fois. Je partage quand même qu'il faut ouvrir bien sûr les entreprises aux mineurs. Je pense qu'on remettra en place des webinaires accompagnés d'avocats pour réexpliquer aussi, pour faire tomber un certain nombre de freins et de se dire que c'est faisable. Mais merci en tout cas pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? François, tu as passé ton tour, tu as déjà eu le micro. Merci. Non, juste une précision. Cette étude, elle est nationale. Et il y a quelques particularités régionales, mais entre la Bretagne et Marseille, en réalité, les conclusions sont relativement les mêmes. Donc on n'a pas ce maillage effectivement sur le territoire breton, mais les grandes tendances sont exactement les mêmes, quel que soit l'endroit de la France hexagonale. Et est-ce que vous avez des différences entre différents types d'entreprises agroalimentaires ? C'est-à-dire qu'ici en Bretagne, il y a quand même un poids du carnet qui est conséquent, ouais. qui n'est pas neutre. Alors est-ce qu'il y a des nuances en ce sens ? Il y a quand même d'autres entreprises où c'est beaucoup plus automatisé, notamment dans certaines structures dans le Nord. C'est vrai. Si on regarde les légumes et les pommes de terre, est-ce qu'il y a des nuances, des écarts en ce sens ? On le voit au nombre de formés sur les différentes régions. Donc, oui, tout à fait. C'est vrai que la part importante, je crois que c'est 40% des effectifs. Je regarde, je ne sais plus, j'ai plus où sont les chiffres, mais je crois qu'on est de cet ordre-là sur la partie bretonne. Donc oui, le secteur carnet prend une grande place en Bretagne, moins automatisé, effectivement, et ça peut expliquer une partie, effectivement, de notre résultat, de notre humble résultat en nombre de formés. Ouais. Alors que je ne vois pas d'autres. Ah voilà. permettront beaucoup plus facilement d'accéder à des blocs de compétences et donc à des morceaux de cas
Bien. Il y a un calendrier de sortie justement de ces... sera adressé. Très bien. Merci pour ce complément. Merci beaucoup. De marque. Merci, on parlera tout à l'heure de l'attractivité. Peut-être, je voulais juste, alors Karine Baconard, Rennes School of Business, aller dans votre sens. En fait, effectivement, vous parliez de validation de blocs. Aujourd'hui, on a plusieurs exemples de grands industriels bretons que l'on forme sur des blocs de compétences. Donc plutôt les managers, puisque nous, on est une école de management avant tout. Donc voilà, pas hésiter à nous interroger, puisqu'aujourd'hui, nous, on le fait pour Eureden, pour Coperl, pour le DUF. Donc c'est des choses qu'on sait faire. On sait que c'est compliqué d'envoyer les managers en formation. On fait aussi de la formation sur site. Donc voilà, c'est vraiment la tendance en tout cas de venir simplement chercher un bloc de compétences sur le management, le projet, enfin la stratégie. Donc voilà, c'est des choses, faut se dire que ça existe, donc n'hésitez pas à nous interroger. Merci Karen. Alors je prends une dernière question et puis on va passer à la deuxième table ronde. Merci François Mariette, je suis à la préfecture de région, référent France 2030 régional pour l'objectif 6, donc souveraineté alimentaire. Vous avez pointé qu'il y avait donc des tensions sur certains métiers et paradoxalement les formations existaient mais il n'y avait pas assez d'effectifs dans les formations. Est-ce que l'étude aborde aussi des besoins en formation sur lesquels il y a vraiment un déficit d'offres de formation ou des évolutions de métiers sur lesquels il n'y a pas encore de formation? C'est une bonne question. Je vais faire appel à un ami. Non, on n'a pas regardé, on n'a pas traité le sujet dans ce sens-là, effectivement. Après, on a une revue des si on focus Bretagne, on a une revue des cartographies des formations chaque année. Donc qui s'effectue avec la région, il y a les services de l'État aussi, il y a l'éducation nationale, formation supérieure, où on passe en revue justement toutes les formations pour s'assurer d'eux et parfois effectivement il y a des fermetures. Voilà. Mais oui. Je vais juste compléter par rapport en fait il y a un questionnement à votre question, elle est tout à fait pertinente parce qu'en fait on voit quand même que le volume en fait le volume de l'emploi de l'agroalimentaire, le poids de l'agroalimentaire en Bretagne est extrêmement important et on voit à côté très peu de formations en fait fléchées agroalimentaire. Ça, c'est une vraie réalité. Je pense que en termes de cartographie, il y a des secteurs en fait qui forment et qui sont pourvoyeurs de salariés pour l'agroalimentaire. Madame de la DRAF peut en parler. Toutes les formations, il y a beaucoup de formations agricoles où en fait ne sont pas fléchées que agricoles. Toute la partie amont en fait de l'agroalimentaire, beaucoup de formations sont dans le secteur agricole. Donc voilà, la cartographie mériterait d'être plus large que de se cantonner uniquement à l'agroalimentaire. Voilà. Et il y a beaucoup de formations transversales. Oui. Voilà. Donc tout ce qui est la qualité, voilà, il y a des choses où c'est pas forcément fléché agroalimentaire. Donc il y a des métiers spécifiques, mais il y a beaucoup de transverses en fait. Merci. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, on vous applaudit. Merci beaucoup pour ces échanges.